faire 10 minutes et je me casse. Ouais. Voilà, bonsoir à tous. Erev Tov de Jérusalem. Voilà, le soleil commence à se coucher en Israël. Notre conférence est maintenant en direct sur Facebook. Et merci à vous d'être avec nous, fidèles auditeurs et spectateurs de France, d'Israël et d'ailleurs. Ce soir, nous allons aborder avec vous un sujet un petit peu sensible, un peu délicat, j'allais dire, qui est le sujet de l'armée en Israël. C'est un sujet qui, effectivement, est rarement abordé dans ce genre de circonstances par Zoom, mais je pense que nous sommes tellement loin de vous depuis si longtemps et nous espérons bientôt que nous n'aurons pas de mauvaises surprises, que nous allons bientôt nous retrouver, mais ça risque de prendre peut-être encore un petit peu de temps. Et donc, c'est des questions sur lesquelles nous avons été interpellés par beaucoup de jeunes auditeurs et de parents, d'un petit peu mieux comprendre la question de l'armée pour les nouveaux immigrants, de l'intégration à travers l'armée, de comment mieux se préparer, comment être mieux connecté. Et je crois que si on dit connecté, rien de mieux que l'association Tzahal Connection. Nous avons ce soir le plaisir d'avoir avec nous Rafi Madar, qui, avec cette association depuis de nombreuses années, ont perçu qu'il y avait un travail très important en amont surtout à faire, parce que les jeunes Français sont des gens qui sont très motivés quand ils font leur alia pour servir leur pays, pour servir dans les meilleures unités, et que parfois, malheureusement, ils n'ont pas tous les outils, toutes les clés qui leur permettent de faire de ce service une vraie expérience de vie qui les prépare à la société israélienne. Voilà. Je remercie vous, cher public d'auditeurs. Je remercie les organisateurs, comme d'habitude, fidèles au poste, Naftali Lévy à Jérusalem et Yasmine Manaim à Paris, qui font de leur mieux encore durant le mois de juin et encore quelques séances à votre rencontre dans le programme Israël s'invite chez vous. Et je passe la parole à Rafi Madar pour nous donner un petit peu les grandes lignes de son exposé sur Tzahal Connection. Merci beaucoup, Avi. Je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint. Pas encore, Rafi. Encore. Et là, toujours bon. pas. Oui, c'est bon. Là, on Super. voit. Super. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle, comme Avi m'a présenté, donc Raphaël Madar, Rafi Madar. J'ai fait ma Aliyah en 2011 sur on va dire, pas un coup de tête, mais avec comme objectif principal de rejoindre les rangs de Tzahal, parce que mon frère avait lui-même servi dans les rangs de Tzahal dans une unité d'élite. Je ne m'étais pas vraiment beaucoup posé de questions à l'époque. Je voulais tout simplement servir dans les rangs de Tzahal. Et à la fin, le parcours que j'ai eu, que ce soit via mon service dans une unité combattante, l'opération de Soukheitan, les blessures que j'ai eues à ma jambe, les nombreux Olim que j'ai vus à la fin de mon service militaire arrivé avec une mentalité qui était complètement différente, j'ai décidé, au lendemain de mon service militaire en 2015, de créer un projet qui s'appelle Tzahal Connection. Maintenant, avant de revenir sur nos activités, sur ce que c'est Tzahal Connection et pourquoi on existe, je vais surtout revenir sur un point important, la problématique entre les nouveaux immigrants et Tzahal. C'est-à-dire que Tzahal, à l'heure actuelle, c'est un service obligatoire pour les Israéliens, pour les personnes qui naissent en Israël, qui ont la nationalité israélienne, et qui doit donc effectuer pour les garçons un service qui va être de 2 ans et 8 mois, pour les filles un service de 2 ans, ça peut être plus en fonction des unités dans lesquelles on espère où on est affecté par la suite. Mais pour les Olim Khadashim, pour les nouveaux immigrants, c'est un service qui est très souvent vu d'une autre façon. Quand pour les Israéliens, le service militaire, c'est une obligation, très souvent, pour les Olim Khadashim, c'est une fierté. C'est pas uniquement une obligation, on arrive à 18 ans et on veut le faire, c'est on a envie de le faire parce qu'on a envie d'être utile à la société israélienne, on a envie de défendre notre pays, on a envie de faire partie d'un tout. Et malheureusement, malgré tout ça, malgré cette bonne motivation, malgré cette envie de bien faire, on a des problèmes
Et l'intégration que ce soit des francophones ou des autres nouveaux immigrants, elle ne se fait pas toujours de la meilleure des façons possibles. Pourquoi c'est le cas? Le problème principal, ça va être tout ce qui va être axé sur la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nouveaux immigrants vont voir le service militaire comme un processus d'intégration à Tsahal, en se disant qu'on va apprendre l'hébreu au sein de l'armée, ce qui est le cas. Mais si on compte sur l'armée pour apprendre l'hébreu, alors comment on fait quand on doit y arriver et qu'on est censé déjà avoir un certain niveau d'hébreu? Ce problème-là, il est assez courant, il est très, très courant vraiment dans les dernières générations qui se sont enrôlées depuis 2-3 ans. Et on essaye vraiment de trouver des solutions vis-à-vis que je vais vous présenter dans quelques instants. L'autre problématique aussi, c'est la culture israélienne. Les Israéliens, ils ont une culture qui est vraiment particulière. On a une façon de penser ici qui est vraiment particulière. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi en Israël ou qui a grandi dans un cadre qui est francophone ou autre, c'est assez compliqué de se retrouver dans cette culture-là. Et la langue n'aide pas, la culture n'aide pas. À la fin, tous ces petits problèmes-là vont s'en mêler et ça va faire que l'intégration à l'armée ou que le service militaire en soi ne va pas se passer comme prévu. Le manque d'information, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est-à-dire que très souvent, on reçoit des demandes de jeunes qui veulent venir à l'armée, mais qui nous disent on a reçu comme information par-ci ou par-là et des informations qui sont erronées, des informations qui sont simplement qui ne sont pas du tout mises à jour. Et alors qu'on dit, il y a une phrase dans l'hébreu qu'on dit Yeda ze koach, l'information c'est la clé, c'est une force. D'ailleurs, c'est comme ça que l'armée israélienne fonctionne, grâce à au renseignement, leur service de renseignement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour tout ce qui est des restes des problématiques, la motivation, l'effort, la compréhension du monde militaire, c'est des choses qui au final sont logiques pour quelqu'un qui passe d'un pays à un nouveau pays, que ce soit Israël ou autre. Quand on bascule d'un pays où on est déjà dans un cocon, on est déjà on va dire, adapté, on connaît comment notre univers fonctionne et qu'on arrive dans un autre pays, même si c'est Israël et même si on a des amis qui ont fait l'armée ou des amis qui habitent en Israël ou de la famille qui est déjà ici, le fait de le ressentir, de le vivre, c'est un problème qui est complètement différent. C'est pour ça donc qu'on a créé le projet de Tsahal Connection. Ce projet-là, c'est un projet qu'on a créé en 2015. Le but de ce projet, c'était vraiment de répondre à toutes ces problématiques que je vous ai expliquées juste avant. Comment essayer d'aider de la meilleure des façons possibles tous ces jeunes qui soit sont obligés de servir dans Tsahal, c'est-à-dire des franco-israéliens, soit qui souhaitent se porter volontaire dans Tsahal, donc des francophones qui viennent de France, Suisse, Canada, même aux États-Unis des fois, ou alors des personnes qui simplement souhaiteraient avoir des informations avant de prendre la décision définitive pour s'enrôler à l'armée. On a développé énormément d'activités depuis les 6 dernières années qu'on a été créé. Les activités principales qu'on va effectuer, ça va être un accompagnement individuel. Et je pense que ça, c'est notre force, c'est-à-dire que chaque jeune qui va venir nous voir, il va être traité par un de nos volontaires ou par moi ou par d'autres personnes de l'association on ne va pas le lâcher du début à la fin. Si par la suite, la personne en question nous dit qu'elle ne souhaite pas se porter volontaire à l'armée, qu'elle ne souhaite pas faire l'armée, ce n'est pas grave. C'est-à-dire à la fin, le plus important, c'est que toutes ces personnes-là prennent toutes les informations pour prendre la meilleure des décisions possibles pour elles. En aucun cas, notre rôle, il est de forcer ou de convaincre un jeune à venir se porter volontaire à l'armée ou à arriver à X ou Y unité. En aucun cas, on va faire ça, loin de là. Si au contraire, on voit qu'une personne, elle hésite, sa motivation, elle n'est pas assez forte, selon notre expérience, on remarque qu'elle n'est pas assez forte pour traverser les difficultés qui vont l'attendre pendant le service militaire, alors on est honnête avec la personne et on lui explique cela afin que la décision finale, elle est prise dans les meilleures des conditions possibles. Nous avons une plateforme en ligne, un site internet qui est le seul site sur Tsahal en français avec autant d'informations, c'est-à-dire toutes les informations pour les différents tests que l'armée propose, les différentes unités, les aides pour les soldats seuls. Il y a énormément d'informations. C'est une plateforme où on a travaillé des centaines d'heures. Et au final, on arrive à voir que via cette plateforme, il y a des centaines de visites par jour.
Donc, c'est vraiment quelque chose que la communauté avait besoin, qu'on a mis en place il y a quelques mois. Pour les participants au programme Mahal, c'est-à-dire ceux qui viennent pour effectuer 18 mois de service militaire, à ce moment-là, on a un partenariat non officiel avec le ministère de la Défense qui nous permet d'encadrer tous ces jeunes francophones à partir du moment où ils prennent la décision de venir pour s'enrôler dans Mahal jusqu'au moment où ils terminent leur service dans Mahal. On propose aussi des simulations d'entretien pour tout ce qui est les entretiens qui s'effectuent au sein de l'armée. Et cette année, on a mis en place des différents ateliers de préparation dans les programmes d'intégration ou dans les mairies en Israël. On faisait aussi avant le corona dans les salons à Massa. On espère que ça va reprendre dans les prochaines semaines. Et surtout des activités de sport à hauteur d'une fois par semaine dans différentes villes. Pour l'instant, on a fait à Haïfa et à Tel Aviv. On espère développer ça dans les prochains mois à Netanya, à Jérusalem, à Ashdod, dans les villes où il y a une assez haute population francophone. L'avantage aussi qu'on a, c'est que du fait qu'on ait aidé autant de soldats, maintenant à l'heure actuelle c'est des soldats ou des anciens soldats, sur les dernières années, nous avons une base de données de jeunes qui ont servi dans beaucoup de postes. Et à la fin, quand quelqu'un vient nous voir et qui nous dit qu'il souhaiterait arriver dans une X ou Y unité, qu'il souhaiterait avoir juste des informations ou parler avec quelqu'un qui était dans cette unité-là, alors généralement, on peut se permettre de connecter ce futur soldat avec l'ancien ou avec le soldat qui sert dans l'unité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour les jeunes. Ça leur permet de se sentir rassurés, d'avoir autant d'informations pour s'enrôler dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça c'est pour les activités qu'on effectue. Le projet il est subventionné par deux organismes, par KKL et Kalita. Et depuis 2019, donc c'est-à-dire 2 ans, le projet de Tzahal Connection il fait partie d'une association qui s'appelle Argadol en hébreu, c'est-à-dire grand frère. C'est une association qui donne un accompagnement individuel à tous les soldats seuls. Non, il ne faut pas confondre. Dans Tzahal Connection, on s'occupe de tous les francophones, peu importe qu'ils soient sans leurs parents, avec leurs parents, on ne fait pas de différence. L'association Argadol, il s'occupe de vraiment donner un mentor à chaque soldat seul, soldat sans parents en Israël, pour les accompagner pendant toute la durée du service militaire. Donc, on fait partie de cette association-là depuis maintenant 2 ans, tout en gardant, on va dire, notre ligne conductrice qui est d'aider le maximum de francophones, peu importe les besoins de la communauté. Juste, Rafi, on est toujours sur la première diapo, c'est normal? Non, pas du tout. Pourtant, voilà. il est écrit. Oui, je vois que ça s'est annulé encore. Alors, attendez, je vais refaire. Merci de me dire. Voilà. Je vais refaire tout de suite. C'est bon? Oui. OK. Donc voilà, ça c'est des petites photos de nos activités qu'on fait, que ce soit les entretiens individuels, les accompagnements pour ceux qui effectuent le programme Mahal. On avait organisé aussi l'année dernière, avant le corona, un Kenes Tavkidim où il y avait plus de 300 personnes en Israël qui sont venues pour rencontrer différents soldats de différentes unités. Les activités de sport qu'on effectue à Holon, à Tel Aviv ou à Haïfa. Donc voilà, on essaye de faire le maximum de choses pour les futurs soldats. Parce que, encore une fois, la clé d'un service réussi, c'est dans la préparation et dans tout ce qui est le domaine pré-armé. À partir du moment où on s'envole à l'armée en connaissance de cause, en ayant accès à toutes les informations, en sachant dans quoi on se lance, c'est évident que malgré tout cela, il va y avoir une sorte de choc quand on s'envole à l'armée. Parce que s'envoler à l'armée, c'est un monde qui est compliqué, c'est une pression qui est constante. Mais il y a une grosse différence entre s'enrôler et juste, on va dire, s'adapter à ce choc militaire et aussi à s'adapter à ce choc vis-à-vis de manque d'information, de culture, de la langue. Donc, notre rôle, il est vraiment d'essayer de compléter toutes ces petites brèches dans la communauté francophone afin que celle-ci puisse s'enrôler, en tout cas les jeunes de cette communauté-là, puissent s'enrôler à l'armée dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça, c'est un exemple de notre site internet sur tout ce qui est, par exemple, le tableau pour les aides financières pour les soldats seuls. Donc voilà, maintenant, rentrons concrètement dans le vif du sujet en termes de type de service qui est possible. Je ne vais pas développer les conditions d'admission de chaque service parce que c'est quelque chose ça pourrait me prendre au moins 2 heures pour chaque programme. Je vais surtout, on a essayé de faire un tableau qui résume les différentes possibilités d'options à l'armée.
en fonction du statut de chacun. Premièrement, il faut considérer deux types de profils. Le premier profil, ça va être ceux qui vont être considérés comme soldats seuls, c'est-à-dire ceux qui ne sont soit pas en contact avec leurs parents, si ceux-ci habitent en Israël, soit les parents habitent à l'étranger, soit ils se sont fait renier par leur famille, par exemple les anciens religieux. Mais à la fin, ces personnes-là, ils sont autonomes et ils dépendent, il n'y a aucune personne qui peut les aider dans leur quotidien, qui fait qu'ils ont un statut particulier avec des aides particulières. Donc ça, c'est le premier statut. Les autres types de statuts, c'est donc quelqu'un qui est avec les parents ou qui est dans un cadre, une structure qui lui permettent donc de recevoir de l'aide par ce cadre ou par la famille. Dans le cas où on est soldat seul, généralement, on a deux options pour s'enrôler à l'armée. Encore une fois, les conditions d'admission, après, il faut chaque jeune qui veut rentrer à l'armée via Mahal, il y a des conditions d'admission qui sont particulières. Ce que je dis, c'est vraiment généralement les options qui s'offrent à nous. Dans le cas où on est soldat seul, on vient de France, on vient de Suisse ou d'un autre pays francophone, autre pays de manière générale. La première option qui s'offre à nous, c'est de rejoindre l'armée via le programme Mahal, qui est un programme du ministère de la Défense qui existe depuis la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en 1948, il y avait un besoin de soldats pour la guerre d'indépendance et pour les différentes guerres qui allaient suivre. Et donc, l'armée israélienne, la toute nouvelle armée israélienne à l'époque, Tsahal, avait décidé de engager des personnes qui venaient de l'étranger. Et donc, ce programme s'appelle Mahal. Il a perduré avec les générations et il existe encore actuellement. Il est dirigé actuellement par Udi Dror du ministère de la Défense. Donc voilà, c'est un programme qui permet de servir pour 18 mois. Si certains jeunes arrivent dans ce programme et par la suite arrivent dans des unités d'élite ou dans d'autres unités, ils peuvent par la suite même continuer et prolonger leur service de 6 mois, 1 an ou 2 ans supplémentaires en fonction de ce qu'ils souhaitent et des besoins de l'armée aussi. Mais ça, c'est la première option. La deuxième option, quand on est soldat seul, c'est de rejoindre l'armée via le programme Garin Sabah, qui est un programme des scouts israéliens. Et si je ne me trompe pas, scout, c'est le bon mot. Et donc, qui existe depuis vraiment de nombreuses années. L'avantage de ce programme-là, c'est que l'accompagnement et l'encadrement de ce programme, il est quand même assez exceptionnel. Les jeunes qui arrivent dans ce programme-là vont arriver dans un kibbutz. Ils vont être un noyau de jeunes ensemble et ils vont être en dehors de la base, parce que l'affectation, elle dépend des besoins de l'armée, mais en dehors de la base, ils vont être tous dans le même kibbutz et pouvoir se réunir de temps en temps, ce qui fait que ce soutien, on va dire, moral, émotionnel, est extrêmement important auprès des jeunes pendant leur service militaire. À ce moment-là, quand on fait Garin Sabah, la durée du service, elle va dépendre de la date d'arrivée en Israël. Là, il y a un tableau qui vraiment dépend de quand est-ce qu'on arrive en Israël. Si on arrive entre 18, 20 ans, 21, 22, ça peut varier. En général, ça va de 2 ans et 8 mois de service militaire pour les garçons jusqu'à 2 ans. Et pour les filles, ça peut être 2 ans pour les filles, c'est 2 ans, 1 an et demi ou 1 an. Tout dépend encore une fois de la date d'arrivée en Israël, sachant qu'il faut faire attention. L'armée a changé les règles de tout ce qui est conditions d'admission pas conditions d'admission, de tout ce qui est date d'arrivée en Israël et tout ce qui est ceux qui arrivent en Israël après juin 2020, avant juin 2020. Toutes les informations, elles sont indiquées sur notre site. Et pour ceux qui veulent vraiment des informations, il faudra nous contacter et on fera le point de manière individuelle. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, dans le cas où on est soldat avec ses parents ou alors qu'on est soldat seul, on n'est pas obligé de s'enrôler via un cadre comme Garin Sabah. Comme on est soldat avec les parents, la seule option à ce moment-là qui est possible pour nous, ça va être un service obligatoire, donc un service complet qui va dépendre de la date d'arrivée en Israël, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Pareil, les soldats seuls ne sont pas obligés de s'enrôler via Garin Sabah ou via Mahal, quelqu'un qui veut venir de manière indépendante, qui a déjà un bon niveau d'hébreu, qui sait ce qu'il a envie de faire en Israël, ils peuvent venir et effectuer son service son service obligatoire tout seul. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais on conseille quand même d'essayer de nous contacter afin d'avoir un certain accompagnement pendant toute cette période-là. Parce que c'est compliqué au final de venir et de, entre guillemets, rien faire pendant 1 an. Il faut essayer de bonifier ce temps-là. Et très souvent, les jeunes ne savent pas comment faire. Dans le cas, l'autre option qui va s'offrir à nous, ça va être le fait de faire les études avant l'armée.
Donc, on est un jeune bachelier qui vient de France, des États-Unis, de Suisse, Canada ou quoi que ce soit, et on a envie de servir à l'armée, mais on a surtout envie, avant tout ça, de rejoindre un parcours qui nous permette d'étudier avant d'effectuer notre service militaire. Ce parcours-là s'appelle la Tudapolim. La seule condition pour les nouveaux immigrants, c'est d'avoir un baccalauréat étranger et de commencer les études dans les 18 mois après son arrivée en Israël. Évidemment que derrière, il faut valider chaque année son année scolaire et son année académique. Et quelqu'un qui rate une année académique, l'armée va annuler l'inscription dans ce programme et va le forcer à s'enrôler. Ça peut être donc après 1 an ou 2 ans, quelqu'un qui ne valide pas d'un coup une année, il peut directement être appelé pour commencer son service militaire. Donc, c'est un programme qu'il ne faut pas non plus choisir, qui n'est pas non plus très simple, parce que faire des études en hébreu dans une culture qui est complètement différente, ce n'est pas si évident que ça. Le but, ce n'est pas de terminer. En Israël, les études sont quand même différentes d'en France, où en France, ce n'est pas si grave si on termine un diplôme en ayant la moyenne, alors qu'en Israël, quelqu'un qui souhaite par la suite faire un master ou être accepté dans d'autres universités, c'est important d'avoir une bonne note à sa licence. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans ce programme-là, il faut vraiment, vraiment être sérieux, travailler dur. C'est pas du tout impossible de réussir, mais ça nécessite un certain sérieux qui n'est pas toujours évident à avoir quand on vient d'arriver en Israël. Donc, dans le cas où on choisit le parcours à Tudapolim, qui est les études avant le service militaire, il va y avoir 2 options qui vont s'offrir à nous à la fin des études, dans le cas où on valide tout. Première option, c'est l'armée est intéressée par notre profil. Elle nous propose un contrat académique qui va généralement être aux alentours de 5 ans de service militaire dans le domaine étudié. Deuxième option, soit l'armée elle n'est pas intéressée par notre profil, soit nous-mêmes, on n'a pas envie de servir 5 ans en tant qu'officier académique à l'armée. Et à ce moment-là, on effectue un service militaire classique, comme on aurait dû effectuer à 18 ans, à 19 ans, quand on arrivait en Israël, avant de commencer les études. Et donc voilà, toute cette partie-là, c'est pour les différents types de services qui s'offrent pour les différents nouveaux immigrants. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant que je continue? Alors, je rappelle que pour poser des questions, il faut les écrire par chat parce que vous n'avez pas accès aux microphones qui sont fermés pour la plupart d'entre vous. Donc, bien que je vois quelques micros ouverts, je vous demande d'envoyer vos questions par le chat en bas et nous les communiquerons à l'intervenant. D'accord. Bon, je me permets de continuer alors. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper ou à me les écrire. J'essaierai de faire attention. Maintenant, outre maintenant tout ce qui est bureaucratique en termes de qu'est-ce qui est possible de faire au sein de l'armée, comment rejoindre l'armée, il y a ce qu'on appelle la vie d'un soldat qui est le plus important. C'est-à-dire à la fin, quand on parle d'un soldat de Tsahal, ça veut dire quoi être soldat de Tsahal? Ça veut dire quoi les classes? Ça veut dire quoi quelles sont les difficultés qu'on a expliquées? Pourquoi c'est difficile au final vis-à-vis de la langue? Toute la problématique des soldats, c'est quelque chose qui est très, très, très important et très souvent, elle est négligée au départ, en tout cas, par des nouveaux immigrants qui pensent que bon, on va venir, on va faire l'armée. Si des jeunes ont réussi avant nous, alors nous aussi, on va réussir, ce qui en soi est vrai. Mais derrière, il faut essayer d'avoir le maximum d'informations pour comprendre via des simulations, que ce soit des programmes d'entraînement militaire ou alors des simulations de classe qui se font en Israël. C'est important d'essayer de s'immerger dans ce genre de programme pour comprendre vraiment ce que ça veut dire être soldat de Tsahal. Être soldat de Tsahal, c'est premièrement effectuer des classes, peu importe qu'on soit combattant, qu'on soit non combattant, qu'on soit dans des postes de soutien au combat. Chaque personne qui va s'enrôler dans les rangs de Tsahal est dans l'obligation de valider des classes. Ces classes, elles vont être différentes en fonction du poste qu'on va recevoir. Un jeune qui va arriver à être combattant dans la brigade Golani et quelqu'un qui est dans les renseignements, au final, leurs classes ne vont pas être pareilles. Mais par contre, ce qui va être pareil, ça va être l'intensité dans ces classes, la pression quotidienne qu'il va y avoir, le fait au final, être soldat, c'est respecter une hiérarchie. C'est-à-dire, quoi respecter une hiérarchie? C'est-à-dire qu'on se lève le matin et notre journée, elle ne dépend pas du tout de nous, elle dépend de nos commandants, elle dépend de nos officiers. Et on doit tout simplement écouter et respecter tout ce qu'on dit. Les personnes qui viennent en Israël, mais qui ne comprennent pas qu'à la fin, arriver
au sein de d'une armée étrangère et respecter tout ce qu'on nous dit, même si des fois les commandants ou les commandantes elles peuvent être plus petits que nous, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le grade. Et quelqu'un qui peut être plus petit que nous en termes d'âge, mais qui au final a un grade plus important que nous, alors il faudra écouter ce qu'il va nous dire parce qu'il a plus d'expérience, cette personne-là. Et c'est comme ça que Tzahal a réussi à survivre grâce à cette hiérarchie aussi. Donc, chaque soldat de Tzahal doit vraiment respecter la hiérarchie et les ordres qui vont arriver. Un des points qui est clé dans la vie d'un soldat, c'est tout ce qui est la notion du temps. Si vous remarquez bien, pour ceux qui ont déjà vu des soldats, chaque soldat va avoir une montre. En général, c'est une G-Shock, enfin une montre où il y a écrit l'heure dessus et surtout, il y a le chrono. Pourquoi? Parce que ces soldats-là, ils vont être tout le temps sous la pression d'un temps. Ils vont se lever le matin et on va leur dire vous avez 10 minutes pour ranger la chambre et pour vous mettre en fret, vous mettre en bas du bâtiment. Ou alors vous avez 5 minutes, vous avez 15 minutes pour aller manger, encore 15 minutes pour aller faire la prière. Le quotidien d'un soldat, c'est ça. C'est-à-dire être sous pression quotidiennement au niveau du temps. Et c'est normal parce qu'à la fin, le temps, c'est ce qu'on apprend aux soldats, c'est ce qui permet de sauver des vies dans les missions, dans les opérations et dans les missions qui se déroulent au quotidien dans ça. Ce qui est important pour là surtout c'est un point qui est pour les nouveaux immigrants. Très souvent, on a on va dire une image de Tzahal qui est vraiment particulière, une image d'une armée forte, d'une armée qui est vraiment avec beaucoup de caractère. Et ce qu'on oublie, c'est qu'à la fin, Tzahal, c'est composé de manière générale, Israël, c'est un pays qui est composé de nouveaux immigrants. Donc, Tzahal, c'est vraiment la représentation de tout ça. On va arriver à l'armée et on va avoir des gens de différentes communautés. Des gens des communautés bédouines, des Druzes, on va avoir des nouveaux immigrants de Russie, des États-Unis, de France. On va avoir des Israéliens qui maintenant sont de 3e, 4e génération ici. Il va y avoir beaucoup de personnes qui, au final, toute cette diversité, c'est ça qui représente Tzahal. Et ce qui est beau, c'est que malgré toute cette diversité et les divergences d'opinion, qui en soi sont normales sur beaucoup de sujets, les Tzahal continue à marcher, continue à fonctionner, parce que tout le monde comprend qu'il faut s'adapter et il faut surtout, on travaille au final pas pour nous, mais on travaille pour le peuple d'Israël et pour les citoyens israéliens. Les soldats de Tzahal sont évidemment confrontés à une pression, comme je l'ai dit, vis-à-vis du temps tout à l'heure, mais de manière générale, à une pression mentale et physique pour ceux qui vont servir dans les unités combattantes qui est vraiment quotidienne, qui est très très forte. Et il faut un certain bagage psychologique pour essayer de supporter tout ça et d'aller au bout. Maintenant, si je dois donner le plus gros problème vis-à-vis des nouveaux immigrants, et même pas vis-à-vis des nouveaux immigrants, mais vis-à-vis de la dernière génération de soldats qui s'enrôlent depuis 3-4 ans, c'est le fait de recevoir une affectation qui ne nous plaît pas. Très souvent, on ne comprend pas, on vient de l'étranger pour aller à l'armée, et on ne comprend pas pourquoi on reçoit pas, on veut une affectation, on veut un poste particulier, on voit pourquoi au final on ne reçoit pas ce poste. Quand on vient pour s'enrôler à l'armée, pour s'enrôler dans Tzahal, on s'enrôle en connaissance de cause, qui est que la décision finale de l'affectation va dépendre de Tzahal et des besoins de Tzahal. Quelqu'un qui vient à l'armée en disant « moi je veux servir uniquement dans les renseignements, sinon rien », alors généralement, aussi triste et aussi dur que ça puisse paraître, le service militaire de cette personne-là, ça va être une catastrophe et de fortes chances que la personne abandonne. Donc quand on s'enrôle à l'armée, on doit comprendre que il y a des possibilités à la fin qu'on effectue un service dans une unité où à l'origine on ne pensait pas qu'on allait l'effectuer là-bas. Et que le poste, à l'origine, il ne nous plaît pas. Et derrière, il faut essayer de traverser tout ça. Il faut essayer de voir plus loin que notre personne, de voir que tout ça, ça va vraiment influencer, même si on ne remarque pas forcément, le fait de servir dans un certain poste, ça peut derrière aider d'autres personnes, d'autres soldats qui vont, au final, ça va aider tout le système entier à travailler et à fonctionner de manière correcte. Donc voilà, ça c'était vraiment la plus grosse des difficultés. Les conseils qu'on donne aux jeunes généralement pour s'enrôler, pour on va dire traverser toutes ces difficultés-là, il y a 2 points importants qui vont revenir malgré la distance, c'est les proches, avoir on va dire un soutien des proches, que ce soit quand on dit les proches, ça veut dire les amis dans la base, être proche des personnes qui sont dans la base, ne pas se mettre à l'écart, que ce soit ceux à la maison, la famille, nos amis en dehors de la base,
ou même la famille qui se trouve à l'étranger. Il faut toujours essayer de soutenir les soldats, peu importe la façon. Le but à la fin, c'est que ces jeunes-là se sentent soutenus parce que vivre ce qu'ils vivent, au final, ce n'est pas logique pour un jeune de 18 ans de vivre autant de difficultés. Maintenant, ça existe parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on regarde de manière humaine, vivre autant de difficultés à 18 ans, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est important que toutes les personnes qui vont soutenir ce soldat soient proches de lui au quotidien pour essayer de le motiver, de l'aider à surmonter toutes ces difficultés. Et le deuxième point qui est extrêmement important et qui très souvent il prend un peu de temps à être compris par les jeunes, c'est la raison du service. C'est-à-dire pourquoi on vient pour servir notre salle. Est-ce qu'on vient pour arriver dans une unité particulièrement ou est-ce qu'on vient pour faire partie d'un tout et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de salle. C'est extrêmement important de comprendre ça parce que très souvent, les jeunes eux-mêmes, au départ, ne savent même pas pourquoi ils vont arriver, ils veulent effectuer leur service militaire. Je peux vous dire que moi-même, personnellement, quand je me suis enrôlé à l'armée il y a 10 ans, si là, on me repose tout de suite, vous me posez la question pourquoi je me suis enrôlé à l'armée, je ne suis même pas sûr de vous répondre pourquoi je l'ai fait. Je voulais suivre mon frère, je voulais effectuer quelque chose de différent. Mais à la fin, petit à petit, j'ai développé une raison de pourquoi je suis là, qui était vraiment de faire partie d'un tout et de participer à la défense de l'État d'Israël. Cette raison-là, elle est vraiment importante à comprendre parce que c'est ça qui va faire que pendant les moments difficiles, en plus d'avoir le soutien des proches, quand on sait pourquoi on est là, alors d'un coup, tout est beaucoup plus simple. Donc voilà. Le dernier point, ensuite je vous laisserai pour les questions, c'est les différents types de postes qui existent dans la salle. Généralement, il existe 3 types de postes, qui est connu comme tous les postes de combattants. Par exemple, les postes de l'unité d'infanterie de Golani, Givati, Naha, des parachutistes avec le béret rouge, ou Kfir avec le béret, toutes les couleurs militaires. Il va y avoir tous les postes de soutien au combat, qui généralement, ça peut être professeur de tir, ça peut être assistant social dans une base de combat, de combattants. Et le dernier poste, ça va être tout ce qui est les non-combattants. Les non-combattants, très souvent, on va dire, en tout cas chez les jeunes, c'est perçu comme péjoratif, parce que le terme, il est assez péjoratif, ça s'appelle jobnik. Maintenant, il y a un terme évidemment en hébreu qui est différent de jobnik, mais on va dire que c'est réputé pour ce poste-là. Les combattants et les soldats qui servent dans les unités de combattants et de soutien en combat ne représentent même pas la moitié des soldats de Tsahal. La majorité des soldats dans Tsahal sont des non-combattants et c'est grâce aux personnes qui vont être non-combattants que tout le système militaire va pouvoir fonctionner et permettre au final aux combattants et aux personnes qui sont sur le terrain, les soutiens en combat, de travailler comme il faut et de pouvoir apporter leur professionnalisme pour défendre le pays. Donc, chaque soldat va avoir son rôle à jouer. Et même si des fois, quand on arrive dans un poste, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, cette petite chose qu'on va effectuer, elle va au final jouer sur une autre personne qui va au final jouer sur une autre personne, etc., jusqu'à ce que le système, lui, continue de fonctionner de la meilleure des façons possibles. Quand on est généralement combattant ou soutien au combat, on va arriver dans des bases fermées, c'est-à-dire que c'est des bases où on arrive en général à l'armée le dimanche, à la base le dimanche, et on repart soit en fin de semaine, soit 2 semaines après. On peut fermer des shabbats à l'armée, évidemment. Tandis que les non-combattants, la plupart du temps, ça reste des personnes qui vont être dans des bases ouvertes, c'est-à-dire qui vont à la base le matin et qui repartent en fin d'après-midi, voire début de soirée, voire même plus tard pour certaines unités. Ça peut aussi arriver que les non-combattants arrivent dans des bases fermées et généralement ils sortent toutes les semaines à ce moment-là, mais c'est vrai que la majorité des non-combattants vont être dans des bases ouvertes. C'est pour ça que, on va dire, il y a des blagues dans l'univers militaire qui est que les non-combattants ils font pas grand-chose, ils rentrent chez eux tous les soirs, et les autres ils rentrent pas chez eux tous les soirs. Mais bon, ça reste des choses, on va dire juste quelque chose pour taquiner qui permet aussi de motiver les différents soldats des différentes branches. Mais c'est important que chacun, dans tous les cas, comprenne l'importance de l'autre. Parce que bon, chacun a sa pierre à apporter, chacun a son aide qu'il peut apporter à l'État et à ça. Donc voilà. Je vous laisse ici les coordonnées, je vais aussi les écrire dans le chat.
Je crois que Rafi, il est important, pendant que tu écris des coordonnées, je crois que ce qui est important pour nous de rappeler, et ce qui est fondamental, c'est que malgré tous les changements que subit la société israélienne, et il y en a beaucoup, Tsahal s'est donné pour mission essentielle d'être Sva Ha'am, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire l'armée du peuple. C'est-à-dire quelque part, surtout pour un nouvel immigrant, surtout pour une personne qui est nouvelle dans le pays, la possibilité, et elle n'est pas simple et tu l'as expliqué, la possibilité de pouvoir rentrer dans la société israélienne par l'intermédiaire de l'armée, qui va te donner une partie importante des codes, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue mental, d'un point de vue social, d'un point de vue militaire, effectivement aussi. Et on le sait, tous les jeunes qui ont passé plus ou moins une période, une séquence importante ou moins importante de leur vie à Tsahal, soit par des Milouim, soit par un shlafbet, c'est-à-dire une reconversion militaire, soit par Atoudaï, comme tu l'as dit, ont acquis les langages, se sentent concernés, peuvent suivre l'actualité israélienne qui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, et ne serait-ce qu'on oublie, il y a quelques semaines, nous traitons encore une opération militaire d'envergure contre nos voisins. Et donc, effectivement, si de nouvel immigrant arrive et qu'il a non seulement des problèmes de langage, mais qu'en plus, il ne comprend pas les codes, alors il ne va pas comprendre, il va se sentir au contraire plus mal à l'aise, à la rigueur, quand il était à l'étranger. Et donc, ce que j'incite, je propose et je souhaite, c'est qu'effectivement, chacun à sa mesure, chacun selon ses moyens. Et tu l'expliquais, il y a quasiment dans Tsahal aujourd'hui tout l'éventail, toute la panoplie des métiers de la société israélienne. Tsahal est une armée aujourd'hui qui s'est énormément modernisée, qui propose et des formations et des métiers et des connaissances qui sont énormes et qui permettent d'abord de s'enrichir, deuxièmement d'enrichir l'armée, troisièmement surtout de donner plus de force à l'État d'Israël qui en a bien besoin. Donc moi je voulais effectivement insister sur cette dimension. Effectivement le travail que vous faites est un travail merveilleux. On sait qu'il y a des centaines de jeunes francophones qui potentiellement peuvent faire avoir appel à vos services. Et je crois que ce qui est fondamental et ce qui est le message un petit peu de l'Organisation sioniste mondiale et le message de l'ALIA et du sionisme de façon générale, c'est qu'effectivement, il y a encore des codes fondamentaux et forts dans cet État d'Israël qui permettent de comprendre le langage, un petit peu le slang, c'est-à-dire l'argot de la vie israélienne, la mentalité, les réactions, la façon de réagir à l'actualité, l'actualité qui est souvent sécuritaire. Et on sait, on peut le dire, ne serait-ce qu'aujourd'hui, où j'ai entendu encore une fois une interview du père, malheureusement d'un de nos soldats disparus, le soldat le plus célèbre dans l'histoire d'Israël. Aujourd'hui, on peut le dire, puisqu'il a quand même une histoire très particulière, qui s'appelle Emmanuel Moreno, est un immigrant de France, qui n'est pas arrivé de parents francophones ou à l'âge de 2 ans, c'est quelqu'un qui est arrivé quasiment à l'âge quasiment adulte, bien avancé dans son adolescence et qui reste aujourd'hui, au XXIe siècle, le héros de l'armée d'Israël. C'est quelqu'un qui est passé par la case militaire et qui a fait une carrière. Et ce n'est pas le seul. On a parlé récemment de l'opération Siltat Hamavet à Hebron, qui était dirigée par Yitzhak Bonich. Oleh Hadash de France, pareil, arrivé à l'âge de 20 ans, qui avait fait les chasseurs alpins en France et qui est rentré dans le service militaire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on a reçu il y a quelques jours Olivier Rapovitch, colonel de l'armée israélienne. Tout ça, ce sont des gens, et il y en a évidemment des centaines, qui ont apporté leur contribution. Ils sont beaucoup plus connus parce qu'ils ont avancé dans la vie, ils ont surtout été mis sous les feux de la rampe. Et donc, voilà, il faut replacer l'armée dans sa juste valeur. Et en Israël, bien qu'on ne soit pas un pays militariste, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'un soldat, quand il arrive à la maison, la seule chose qu'il a envie, c'est d'enlever ses madim, c'est de retrouver la vie civile, parce qu'il sait qu'à l'armée, il va servir. Donc, il est là au service de sa nation et qu'ensuite, il peut avoir sa vie en parallèle. Et c'est, j'allais dire, jongler quelque part entre ces deux mondes, qui est quelque chose aussi de très, très particulier. Les retours à la maison, le week-end, les sorties, les permissions, où la volonté du soldat, c'est retrouver un peu sa vie civile parce qu'il veut aussi profiter de la vie et la vie militaire n'est pas sans danger. Et donc voilà, c'est une shlichut quelque part, c'est une mission
d'être un soldat d'Israël. Et c'est bien, et on est très heureux de savoir qu'il y a des associations telles qui nous ont été mises sur cet écran. Et Rafi nous a donné un petit peu un éventail et un contact surtout que vous pourrez transmettre à vos amis, à vos enfants, pour certains d'entre vous, à vos petits-enfants, qui envisagent, qui réfléchissent à un programme d'Alia et qui se disent peut-être l'armée avant, peut-être l'armée après. Voilà, on a déjà une dame qui nous demande un conseil. Ma fille est israélienne par sa mère, donc par elle, mais a toujours vécu en France. Que me conseillez-vous pour son enrôlement dans 2 ans, que son enrôlement dans 2 ans se passe bien? Donc, c'est une question un petit peu générale. Je ne sais pas si tu veux y répondre, Rafi, c'est pas évident. Tu peux répondre en privé ensuite sur ton, je pense que c'est mieux, sur ton mail. Le dimanche ou le jeudi, c'est ce que je propose à Laurent pour ne pas exposer des cas privés parce que j'ai fait une erreur, c'est dimanche au jeudi. C'est dimanche au jeudi, d'accord. Donc voilà, c'est ce que je propose à Laurent de vous contacter directement. Voilà, je vous remercie. Ça nous a fait une petite, j'allais dire, nous avons goûté un petit peu à Tsahal, un petit peu goûté à l'armée. On a mis nos habits militaires pendant une quarantaine de minutes pour se sentir un peu plus proche d'Israël. Et on se retrouve, je crois, Yasmine, dès dimanche prochain. Oui, dimanche soir avec Michael Blum, dimanche 19h heure française, pas 11h comme d'habitude. D'accord, alors dimanche 19h, décrypter la nouvelle carte politique israélienne au lendemain des élections qui effectivement ont vu un chamboulement dans le monde politique israélien. Nous avons appelé ça tout simplement l'après-Netanyahou. Et j'espère que Michael Blum, qui est un journaliste très pointu sur les questions de politique israélienne en français, va nous permettre un petit peu de mieux comprendre ces nouveaux acteurs de la classe politique israélienne. Toda Rabba, Shabbat Shalom, et merci d'être fidèle à nos rendez-vous Israël Sandwich chez vous. Bye, Toda Rabba, Toda Rafi. Merci Rafi. Toda Rabba. Bye.